Je me rappellerai de cette phrase jusqu'à la fin de mes jours. Alors, qu'est-ce que ça fait de se sentir raté? C'était Nicolas, mon gendre, qui venait de lâcher cette pique au beau milieu du dîner familial, un sourire en coin, un verre de vin rouge à la main, l'assurance arrogante de quelqu'un qui se croit irréprochable. Autour de la table, ma fille Élise et les 2 enfants éclataient de rire. Je n'avais pas de complice cette fois. Moi, je n'ai pas ri. J'ai reposé ma fourchette avec calme. J'ai fixé Nicolas dans les yeux et j'ai répondu d'une voix posée. Et toi, Nicolas, comment tu te sens en sachant que cette « raté » ne paiera plus tes factures? Un silence glacial a envahi la pièce. Élise est devenue pâle. Nicolas a avalé sa salive sans un bruit. Mes 2 petits-enfants, Camille et Jules, me fixaient comme s'ils entendaient parler pour la première fois. C'était un samedi soir de mars à Dijon. Ce moment, empreint de dignité glaciale, a marqué la fin d'une époque. Je suis partie avant le dessert. J'ai embrassé mes petits-enfants, serré doucement la main de ma fille, et j'ai quitté la maison sans un mot de plus. Une fois dans ma voiture, j'ai fermé les yeux quelques secondes. 15 ans. 15 ans que je les soutenais, qu'ils vivaient grâce à moi, sans jamais me dire merci. Depuis la mort de mon mari Jean-Marc en 2007, je m'étais juré de ne jamais laisser Élise manquer de quoi que ce soit. À ses funérailles, elle pleurait, enceinte de Camille, terrifiée à l'idée de perdre leur maison. Nicolas avait perdu son emploi quelques semaines plus tôt et envisageait déjà de vendre. Alors j'avais dit simplement, comme on promet quand on aime, je vous aiderai tant qu'il le faudra. Et ce « tant qu'il le faudra » a duré. Les années ont défilé et moi, retraité de l'enseignement, je payais en silence. L'hypothèque, les mensualités de la voiture, les assurances, les écoles privées, les vacances, les cadeaux de Noël, les cours de poney, de natation, de musique. La cuisine rénovée en 2016, la croisière en Méditerranée de 2018, les costumes sur mesure de Nicolas. Près d'1 million d'euros. J'avais tout noté dans mes classeurs, année après année, poste par poste. Pas pour me vanter, juste pour ne rien oublier. Mais ce soir-là, en entendant ce rire méprisant, ce mot jeté comme un venin raté, j'ai compris que l'amour seul ne suffit pas. Qu'à force de donner sans poser de limites, on devient invisible, puis méprisé. Et vous, mes chers amis qui m'écoutez, avez-vous déjà été considérés comme un fardeau par ceux que vous avez élevés, soutenus, mais plus que vous-même? Avez-vous déjà été utilisé puis effacé? Dites-le moi dans les commentaires, je lirai chacun de vos mots. Je me souviendrai toujours de ce silence que j'ai senti ce matin-là. Nous sommes nombreux à porter ce fardeau, mais aujourd'hui, je refuse que quelqu'un le supporte seul. Vous n'êtes pas seul. L'histoire continue. Et ce que je m'apprête à raconter, personne ne l'avait prévu. Le lendemain matin, je me lève tôt. Le cœur tranquille mais déterminé. Le café fume encore dans ma tasse tandis que mes yeux se perdent dans la cour de mon pavillon à Bonn. Les camélias commencent à éclore malgré le froid piquant de la mi-mars. Tout semble calme, mais dans ma tête défilent chiffres, dates, montants et souvenirs. Je descends au sous-sol et attrape mon vieux classeur bleu, celui que j'avais commencé en janvier 2008, après le décès de Jean-Marc. Il m'avait toujours appris à tout noter, chaque relevé, chaque courrier. Je n'avais jamais compris pourquoi, jusqu'au moment où j'ai vu l'ampleur de ce qui m'attendait. Je l'ouvre sur la première page. Janvier 2008, hypothèque maison. Février 2008, hypothèque 1145 €. Mars, avril, mai, puis août 2010, voiture d'Élise 320 € par mois pendant 6 ans. Septembre 2012, frais de rentrée de Camille en école privée 1800 €, et ainsi de suite. Page après page, je relis ma vie sous forme de virement bancaire. Il était presque irréel de constater combien j'avais sacrifié mes propres envies. Les économies prévues pour la maison de campagne rêvée avec Jean-Marc avaient été englouties dans une cuisine moderne pour Élise. Les voyages post-retraite avaient été sacrifiés pour payer les soins dentaires de Jules. Mes week-ends au vert s'étaient transformés en garde d'enfants répétitive. Et à quel moment sont-ils passés de reconnaissants à exigeants? Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'Élise m'avait embrassé sans attendre une enveloppe. Nicolas, lui, avait cessé depuis longtemps de me regarder dans les yeux. Je reprends mon téléphone. Je compose le numéro de ma banque. Bonjour Madame Lambert. Je souhaite annuler les virements automatiques vers le compte de ma fille Élise Chevalier. Oui, tous à effet immédiat. L'agent met quelques secondes avant de répondre. Bien sûr, puis-je savoir pourquoi? Parce que ça suffit. C'est comme un poids qui se libère. Je ne pleure pas. Je ne ressens ni tristesse ni colère, seulement de la détermination. Le même jour, à 13h47, Élise m'appelle. Maman, il y a un problème.
La banque a refusé le virement pour l'hypothèque. Peux-tu vérifier? Je ne détourne pas le regard de ma fenêtre. Non, Élise, c'est normal. J'ai arrêté. Quoi? Mais tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu sais bien qu'on ne peut pas payer seul. Je n'ose pas le ton. Il est temps que vous appreniez. Un souffle court de panique se fait entendre de l'autre côté du fil. L'école de Camille, la voiture, l'assurance, tout s'arrête. À partir d'aujourd'hui, je ne financerai plus votre vie. Je continuerai à aimer mes petits-enfants, mais vous devez désormais vivre avec vos propres moyens. Je l'entends pleurer. Mais ce ne sont pas les larmes d'un enfant abandonné. Ce sont les larmes d'un adulte qui découvre enfin qu'il a confondu amour et dépendance. Le soir même, Nicolas débarque chez moi sans prévenir. Il klaxonne comme un livreur pressé puis frappe à ma porte avec insistance. Je lui ouvre, silencieuse. Il entre, mâchoire serrée. Vous croyez pouvoir couper les vivres du jour au lendemain? Je le regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas du jour au lendemain. Cela fait 15 ans que je paie sans rien exiger. Il y a des lois contre ce genre de comportement. L'abandon familial, ça existe, vous savez. Je me lève calmement. Je sors le dossier de mon tiroir, rempli de preuves de tous mes virements. Je le pose devant lui. Voilà ce que j'ai versé depuis 2008. 947 350 €. Vous voulez appeler un avocat? Appelez-le. Mais c'est moi qui devrais parler d'abus de faiblesse. Il reste là, debout, les mains légèrement tremblantes. Pour la première fois depuis que je le connais, il est muet. Il quitte la maison sans claquer la porte cette fois. De mon côté, je me rassois calmement. Je reprends mon tricot. Ma vengeance ne sera pas spectaculaire. Elle sera silencieuse, juste et mesurée. Le jeudi suivant, à 10h17, le téléphone sonne. C'est l'école de Camille. Bonjour Madame Lambert, nous vous appelons concernant un incident avec les frais de scolarité. La mensualité de mars n'a pas été réglée et aucun virement n'a été enregistré depuis votre compte. Est-ce que cela signifie que... Oui, ai-je répondu simplement. Les paiements ne viendront plus de moi. Un silence surpris. Puis une voix hésitante. Les parents ont été informés, ils le sont maintenant. Moins d'une heure plus tard, Élise me rappelle. Sa voix n'est plus tendue, elle est brisée. Maman, je suis allée voir le directeur. Il dit que Camille et Jules seront exclus si la situation n'est pas régularisée d'ici lundi. On ne peut pas payer. Pas tout de suite. Il fallait y penser avant. Elle ne proteste même pas. Juste un souffle douloureux à travers le téléphone. On vend les bijoux de mariage. Nicolas parle de se séparer de sa montre. Je reste silencieuse. Maman, s'il te plaît, pas pour nous, pour les enfants. Je me lève, traverse le salon et m'arrête devant la photo de famille de Saint-Rémy, prise 10 ans plus tôt. Jean-Marc, moi, Élise, les enfants. À cette époque, j'étais celle qu'on appelait pour partager une tarte aux pommes, pas pour régler les factures EDF. Je ne les abandonne pas, Élise. J'ai juste choisi de les aider autrement. À partir de maintenant, tous les frais pour Camille ou Jules me seront transmis directement. Je les paierai à l'école, à la pharmacie, aux associations sportives, mais plus un centime ne passera par tes mains ni celle de Nicolas. Sa voix se brise. Tu ne nous fais plus confiance. Non, et c'est exactement le problème. Le lendemain, je reçois une lettre recommandée. Une mise en demeure signée par un avocat. Elle m'accuse de rupture d'engagement moral et de préjudice financier brutal à leur foyer. Elle exige la reprise immédiate des versements sous peine de poursuite pour mise en danger familial. Je ris. Oui, je ris. Un rire sec, profond, qui me monte du ventre. 15 ans de sacrifice, de silence, de soutien sans faille. Et maintenant, c'est moi la fautive. Je vais chercher mes archives. 3 classeurs. Un pour les virements bancaires, un pour les factures réglées à leur nom, un pour les lettres et messages qu'ils m'ont envoyés. Les rares remerciements, les photos de Noël, les billets de concert pour enfants que j'ai financés. Tout y est, chronologique, précis, incontestable. Je photocopie chaque page. Je rédige une réponse polie mais glaciale à leur avocat. Je conclus même par « Si votre client souhaite engager une procédure, je suis prête à défendre l'intégralité de mes actes. » Preuve à l'appui. Mais je doute que ce soit lui qui sorte gagnant de cette mascarade. Le samedi suivant, je vois Nicolas dans sa belle BMW, garée devant la boulangerie du quartier. Il descend précipitamment en me voyant. « Madame Lambert, écoutez, on s'emballe tous. Les avocats, c'était une erreur, une réaction impulsive. On veut juste discuter. Vous auriez dû discuter il y a 10 ans, Nicolas.
Pas maintenant que les robinets sont fermés. Il a ouvert les bras, presque suppliant. Je savais qu'il avait été maladroit, mais il a ajouté qu'on avait des enfants, une maison et des dettes. Vous ne pouvez pas nous laisser ainsi, insistait-il. Je vous laisse vivre, c'est tout ce que vous auriez dû apprendre depuis longtemps. Je suis rentrée chez moi seule, sans la baguette du marché. Je l'avais oubliée, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La tempête ne faisait que commencer, mais cette fois, c'était moi qui tenais la barre. Le lundi matin, une feuille blanche avait été collée sur la porte de la maison d'Élise. C'était un avis de saisie envoyé par un huissier de Dijon. 3 mensualités impayées sur le crédit immobilier, soit 5 835 € plus 470 € de pénalité. Le délai de régularisation était de 20 jours. La nouvelle s'est répandue dans le quartier comme un souffle de vent. Les voisins, autrefois admiratifs du crépi et du jardin japonais, chuchotaient maintenant sur le trottoir. À 4 heures, Élise m'a appelée, la voix brisée par les larmes. « Maman, je t'en supplie, on va perdre la maison. » Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai demandé calmement. « Et si tu perds cette maison, qu'est-ce que tu perds vraiment? Le confort ou l'apparence ?» Elle a sangloté, longuement, presque sans bruit, comme une enfant confrontée à la réalité pour la première fois. Hier, Jules m'a demandé si c'était ma faute si nous devenions pauvres. Cette phrase m'a frappée comme une écharde enfoncée dans le cœur. Ce n'est pas la pauvreté qui fait honte, Élise, mais d'avoir été riche grâce à quelqu'un et de ne jamais l'avoir reconnu. Le mardi, Camille est venue chez moi seule, à pied, sans prévenir. Son cartable était trop lourd pour ses épaules fragiles. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a regardée avec des yeux gonflés de larmes. « Papa dit que tu nous détestes, qu'il veut qu'on finisse à la rue », m'a-t-elle dit. Je l'ai fait entrer doucement. Je l'ai assise sur le canapé et préparé un chocolat chaud. « Non, ma chérie, je ne déteste personne. Je tente seulement de vous apprendre quelque chose que vos parents ont oublié, la reconnaissance. » Elle a sorti une lettre de sa poche. J'ai écrit à maman, tu devrais dire merci à mamie. Elle n'a pas reçu de réponse. Le mercredi, Madame Servier, une voisine de longue date, m'a arrêtée au marché. Je ne veux pas me mêler, mais ils parlent de vous comme si vous les aviez trahis, m'a-t-elle dit. Je lui ai adressé un sourire triste. J'ai payé leur vie pendant 15 ans. Aujourd'hui, je reprends simplement la mienne. Elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui comprend parfaitement ce que cela signifie. Le jeudi soir, une réunion se tenait à la mairie. J'y étais invitée en tant que bénévole d'une association de soutien scolaire. À ma grande surprise, j'ai vu Élise entrer discrètement, en manteau noir, assise au fond de la salle. Nos regards se sont croisés fugitivement. Elle n'a pas souri, mais elle est restée jusqu'au bout. Elle a même applaudi lorsque j'ai été remerciée pour mon engagement auprès des enfants défavorisés du quartier. Des enfants que j'aidais à faire leurs devoirs pendant que ma propre petite fille pensait que je la haïssais. Le lendemain, Élise a glissé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas de mots, seulement un reçu d'inscription à une formation de comptabilité à distance. Et une photo de Jules tenant une pancarte. « Merci mamie pour les livres et le ballon. » Je me suis assise sur le banc en pierre devant la maison. Il faisait froid, le vent me glaçait les doigts, mais quelque chose à l'intérieur de moi commençait à se réchauffer. Juste un peu. Le samedi matin, alors que le marché de Bonne battait son plein, j'ai reçu un appel inattendu. « Bonjour Madame Lambert, ici la directrice de Centura Academy. Je voulais vous remercier pour le paiement direct des frais de scolarité de Camille et Jules. C'est rare de voir une grand-mère s'impliquer ainsi, surtout dans une période délicate. » J'ai répondu avec retenue. Ce n'est pas un acte de générosité, c'est une mesure de protection. Oui, je les avais payés. 2 000 € chacun pour le trimestre, versés directement à l'école sans passer par Élise ni Nicolas, et j'avais prévenu la directrice. Si jamais vous recevez une demande d'annulation ou un appel de leur part, ignorez-le. Tout est pris en charge, mais sous ma seule responsabilité. Dans ma tête, les calculs étaient clairs. J'allais continuer à soutenir mes petits-enfants, mais jamais plus je ne financerai l'orgueil de 2 adultes aveugles à leur propre dépendance. Le lundi suivant, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Nicolas. Je sais que j'ai été dure. J'ai dit des choses que je regrette. Peut-on se voir juste nous deux? J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu « oui ». Demain, 17 h, chez moi, seul. Il est arrivé à l'heure. Sans voiture cette fois. Son costume était froissé, ses chaussures couvertes de poussière. Il avait l'air d'un homme éteint. Il s'est assis sans que je l'invite. Il a posé un dossier sur la table et m'a regardé comme un élève attendant une punition.
C'était le relevé de nos comptes, ce qu'il nous reste, ce que nous devons et ce que nous ne pourrons jamais rembourser. Je n'ai pas touché le dossier, je l'ai fixé. Il a continué. Je voulais être le chef de famille, l'homme qui protège, qui assure. Mais en vérité, c'est toi qui as tout fait, et je t'ai méprisé pour ça. Ses yeux se sont embués de rouge, mais il n'a pas pleuré. Je sais que tu ne paieras plus nos dettes et je ne te le demande pas. Je veux seulement que mes enfants ne soient pas punis pour mes erreurs. Je me suis levée et suis allée chercher une boîte métallique dans le buffet. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de mon défunt mari, Jean-Marc. Il l'avait rédigée peu avant sa mort, sachant que la maladie l'emporterait bientôt. Si un jour tu te retrouves seul à soutenir la famille, écrivait-il, rappelle-toi ceci. Donne tant que l'amour est accueilli. Retire-toi quand il devient exigé. Alors, ce n'est plus de l'amour, c'est une dette. Et toi, tu ne dois rien à personne. Je l'ai tendu à Nicolas. C'est lui qui m'a appris à ne jamais me laisser écraser et c'est encore lui aujourd'hui qui me guide. Il a lu lentement, puis a refermé la lettre sans dire un mot. Avant de partir, il s'est arrêté sur le pas de la porte. Camille m'a demandé hier pourquoi mamie paie l'école et pas la maison. Je n'ai su que répondre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu lui diras que l'école forme l'avenir. Une maison, ce ne sont que des murs. Il a hoché la tête lentement, puis s'est éclipsé dans le soir tombant. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai rallumé la radio. Une vieille chanson de Barbara passait. J'ai souri. Je venais de regagner plus qu'un peu d'argent. Je venais de retrouver ma place, ma dignité. Mon silence valait désormais plus que toutes leurs excuses. Le mercredi suivant, en fin de matinée, une enveloppe blanche est arrivée par la poste. Sans timbre, sans adresse de retour. Juste mon prénom écrit à l'encre bleue, Maman. Je l'ai ouverte en silence. À l'intérieur, une lettre manuscrite de 3 pages signée d'Élise. L'écriture tremblait comme si chaque mot avait été arraché. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre, ni si tu accepteras ce que j'ai à te dire, écrivait-elle, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'ai trahi, pas seulement en te demandant toujours plus, mais surtout en oubliant qui tu es. J'ai laissé Nicolas te parler avec arrogance. J'ai souri quand tu étais blessé. J'ai accepté ton aide comme si elle m'était due. Aujourd'hui, je regarde Jules dessiner sur un vieux cahier de brouillon et je réalise que j'ai tout gâché. Tu nous as élevés dans la discrétion, dans le courage, dans la patience, et moi j'ai transformé tout cela en exigence. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande seulement de me laisser apprendre à grandir. Je suis restée assise de longues minutes, la lettre sur mes genoux, les yeux fixés sur sa signature. Pas de demande d'argent, pas d'excuses forcées, juste un aveu vrai. À 15 heures, mon téléphone a vibré. Un message vocal de la directrice de Centura Academy. Madame Lambert, votre fille est venue nous voir aujourd'hui. Elle a demandé si elle pouvait participer aux activités bénévoles de l'école les mercredis après-midi. Pour rendre un peu de ce que vous avez donné, je pense que vous deviez le savoir. Le lendemain, une amie m'a envoyé une publication Facebook. Un long message signé Élise et Nicolas, un aveu public. À nos amis, voisins, collègues, écrivait-il, ces dernières semaines nous avons traversé une tempête et compris que nous l'avions nous-mêmes provoquée. Pendant 15 ans, notre mère et belle-mère a porté notre famille financièrement, émotionnellement et moralement. Nous ne l'avons jamais remerciée comme elle le méritait. Nous avons profité de sa bonté, de sa discrétion, de son amour. Aujourd'hui, nous voulons lui dire publiquement ce que nous n'avons jamais su lui dire en privé, merci, pardon. Et nous changerons. Le message a été partagé, commenté, aimé. J'ai reçu des dizaines de messages privés de personnes à peine connues. Certains me disaient que j'étais une femme forte, d'autres racontaient vivre la même chose, et d'autres encore qu'ils allaient reprendre leur place eux aussi. Mais je ne cherchais pas la reconnaissance du monde. Je voulais seulement que ma fille me voie enfin. Le dimanche suivant, ils sont venus ensemble. Élise en jean et pull simple, Nicolas sans cravate. Les enfants tenaient chacun une feuille colorée. Jules m'a tendu la sienne, un dessin de moi avec un cœur immense. Camille m'a regardé droit dans les yeux. Mamie, c'est vrai que tu as payé tout ce qu'on avait ? J'ai souri. Oui, mais ce n'est pas ce que je voulais vous offrir, c'est ce que vous deviendrez. Élise s'est approchée, m'a pris la main et, pour la première fois depuis des années, m'a dit « Je veux devenir une femme comme toi ». Je n'ai pas répondu. Mais dans mon cœur, une paix douce s'est installée. Ce que j'avais semé dans le silence commençait enfin à fleurir. Quelques semaines plus tard, un changement discret mais profond avait traversé leur maison.
La BMW avait disparu depuis longtemps, remplacée par une Citroën C3 grise d'occasion, modeste mais fiable. Le jardin, autrefois entretenu par des paysagistes, était maintenant rempli de mauvaises herbes. Mais Jules et Camille y jouaient chaque soir avec des rires qu'on n'entendait plus depuis longtemps. Et surtout, les regards avaient changé. Nicolas ne baissait plus les yeux devant moi. Il ne les levait plus avec arrogance. Il regardait simplement droit, comme un homme qui a appris à se tenir debout sans s'appuyer sur quelqu'un. Un jeudi soir, alors que je finissais de trier mes papiers de retraite, une enveloppe de la mairie est arrivée. À l'intérieur, une lettre officielle. Madame Lambert, votre fille, Madame Élise Chevalier, nous a proposé une série d'ateliers bénévoles dans le cadre de notre programme Parentalité et Inclusion sociale. Votre nom a été mentionné comme source d'inspiration. Nous serions honorés de vous avoir comme intervenante pour partager votre expérience auprès d'autres familles. Je suis restée un moment immobile, la lettre dans les mains. Je n'avais rien cherché de tout cela, mais le monde récompensait sans doute les silences tenaces, les absences bruyantes, les retraits qui sauvent au lieu de punir. Ce même soir, Élise est venue me voir seule. Elle portait un petit sac en tissu et l'a posé sur la table. « Je t'ai apporté ça », m'a-t-elle dit. À l'intérieur, un cahier à spirale rempli de ses notes de formation en comptabilité. Je suis arrivée première de ma promotion. Je voulais que tu sois la première à la prendre. Je l'ai observée avec douceur. Tu avais retrouvé le goût de vivre, Aise. Ce carnet-là, c'était ton véritable diplôme. Pas les clichés parfaits, ni les cuisines immaculées que tu montrais autrefois. Elle a esquissé un sourire léger. Nous avons décidé de mettre la maison en vente. Nous allions déménager dans un appartement plus petit, plus simple. Les enfants auraient leur chambre, mais Nicolas et moi voulions respirer, travailler, ne plus dépendre de personne. Je n'ai rien dit, mais au fond de moi, j'avais compris. C'était terminé. La date silencieuse qu'il avait fixée n'avait plus aucune importance. Le samedi suivant, nous avons partagé un déjeuner chez moi. Camille avait préparé un gâteau au yaourt. Jules avait dressé la table. Nicolas a servi le vin sans un mot inutile. Élise s'est levée en plein repas. Maman, tous les regards se sont posés sur elle. Je voudrais porter un toast à toi pour tout, et surtout pour avoir su nous laisser tomber exactement au bon moment. Un silence respectueux s'est installé. Nicolas a levé son verre à la femme la plus forte que j'ai connue. Je les ai tous observés et j'ai souri. Ce n'était plus un sourire de façade, mais un sourire de paix. Je n'étais plus une banque ni une béquille. J'étais redevenue une mère, une grand-mère, une femme. Un mois plus tard, le compromis de vente de leur maison fut signé. Ils quittaient le quartier de Saint-Apollinaire pour un appartement modeste à Chenaux, plus petit, sans garage, mais proche des écoles et de leur lieu de travail. Quand Élise me l'a annoncé, elle semblait soulagée et étrangement fière aussi. Nous avons fait nos comptes. Cette fois, nous pouvions tout assumer nous-mêmes, même les imprévus. Je n'ai rien répondu. J'avais appris à me taire quand les mots n'étaient plus nécessaires. Le soir même, J m'a appelé depuis le téléphone fixe de l'appartement. Il voulait me lire son exposé sur les héros du quotidien. J'ai choisi toi, mamie. Je n'ai pas parlé. Je l'ai simplement écouté. Ma grand-mère avait sauvé notre famille, non pas en donnant de l'argent, mais en cessant d'en donner. C'est ainsi que nous avons compris que l'amour ne se mesure pas aux factures payées, mais à ce qu'on nous apprend à gérer nous-mêmes. Le lendemain, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une petite enveloppe sans timbre, comme d'habitude. À l'intérieur, une photo prise au téléphone. Nicolas et Élise étaient assis par terre en train de monter un meuble IKEA, tandis que Jules et Camille riaient autour d'eux. Pas de décor sophistiqué, pas de salon en marbre, juste une moquette beige, 2 tournevis et 4 visages sincèrement heureux. Au dos de la photo, une phrase écrite à l'encre noire. On n'a plus rien d'extraordinaire, mais enfin, nous avons quelque chose de vrai. Ce jour-là, j'ai compris que le luxe qu'ils croyaient avoir perdu était le leur, et ce qu'ils avaient retrouvé, c'était la vie. À la mairie de quartier, Élise animait désormais un atelier bimensuel pour les jeunes mamans en difficulté. Elle m'a un jour demandé de venir raconter mon histoire. J'ai décliné poliment. Ce n'est pas mon histoire qu'elles ont besoin d'entendre. C'est la tienne. Toi, tu as chuté et tu t'es relevé. Elle a souri en silence. Nicolas, de son côté, s'était engagé dans une association locale venant en aide aux familles surendettées. Il ne parlait jamais de son passé, mais je savais. À chaque geste donné, il réparait un peu ce qu'il avait brisé. Et moi, je vivais. Je reprenais mes habitudes simples, jardinage, lecture, couture, promenade dans les vignes.
Parfois, je recevais mes petits-enfants pour le goûter. Camille m'aidait à préparer les crêpes. Jules bricolait avec mes vieux outils. Il n'y avait plus de demandes, plus de sous-entendus, plus de manipulations subtiles. Il n'y avait que des visites, des rires, des silences qui ne faisaient plus mal. Dans mon carnet de comptes, à la dernière page, j'ai tracé une ligne à l'encre rouge. Dépense finale, paix acquise, véritable amour. Oui, parfois, il faut tout enlever pour que le reste devienne enfin réel. L'été s'installa doucement sur la Côte d'Or. Le soleil réchauffait les murs en pierre de mon petit jardin, et les lavandes bourdonnaient sous les abeilles affairées. Cette année-là, pour la première fois depuis longtemps, j'avais prévu des vacances. Pas un voyage extravagant, non, juste une semaine dans une petite maison au bord du lac de Saint-Point, près de la frontière suisse. Une petite location avec vue sur l'eau, un hamac tendu entre deux arbres et des piles de livres sur la table de chevet. Je suis partie seule, dans le silence. J'ai fermé la porte de ma maison, glissé une note pour le voisin chargé d'arroser les plantes, puis j'ai pris la route. À mon arrivée, le calme m'a enveloppée comme une couverture chaude. Aucun appel, aucun mail urgent, aucun message déguisé en demande. Juste moi, mon carnet et les pages à tourner à mon rythme. Le deuxième jour, en marchant le long du lac, j'ai croisé une femme de mon âge, assise sur un banc, les larmes aux yeux. Je me suis assise doucement à côté d'elle. Elle a tourné la tête, surprise, puis m'a dit « Mon fils ne me parle plus depuis que j'ai refusé de l'aider à racheter une maison qu'il ne pouvait pas se permettre. Il m'a traité d'égoïste. » Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai répondu « Vous venez de poser le plus bel acte d'amour qu'une mère puisse accomplir. Lui rendre sa propre responsabilité. » Elle a souri, les yeux embués, et dans ce moment suspendu, j'ai compris que ce que j'avais vécu n'était pas unique. D'autres mères, d'autres femmes, d'autres grand-mères marchaient sur la même ligne fragile entre soutien et effacement. Je n'étais plus seule. Et je ne voulais plus jamais l'être. Le soir, en contemplant le ciel rosir au-dessus du lac, j'ai pensé à Martha, ma propre mère partie trop tôt. Elle m'aurait dit « Enfin, tu penses un peu à toi. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, je ne me levais pas pour servir, anticiper ou apaiser. Je me levais pour vivre. À la fin de la semaine, j'ai envoyé une carte postale à Camille et Jules. Dessin d'un canard sur le lac, avec un mot au dos. Mamie pense très fort à vous. Soyez sage, courageux, et restez vrai. À mon retour à Bonn, une enveloppe m'attendait dans la boîte aux lettres. Dessin d'enfant, lettres de remerciement, photos d'eux en train de lire sur le canapé, un gâteau au chocolat qu'ils avaient préparé comme mamie. Je les ai collés dans mon album, non par nostalgie, mais pour me rappeler que le lien ne se construit ni avec de l'argent, ni avec des sacrifices silencieux. Il se construit avec la vérité. Et dans cette vérité, j'avais enfin trouvé ma paix. Un dimanche matin, comme tant d'autres, je me suis réveillée avant le chant des oiseaux. Le soleil filtrait doucement par la fenêtre entr'ouverte, caressant les rideaux en lin blanc que j'avais cousus l'hiver précédent. Je me suis levée, préparé mon café noir comme toujours. Mais ce jour-là, je me suis assise avec un stylo et une feuille blanche. J'avais besoin d'écrire. Pas pour mes enfants, pas pour mes petits-enfants, mais pour moi. J'ai écrit « Il fut un temps où mon amour se mesurait en virements automatiques, en factures payées, en sacrifices invisibles. Aujourd'hui, mon amour n'a plus besoin d'être prouvé. Il se trouve simplement dans le silence d'un regard, dans la dignité d'un refus, dans la paix retrouvée. » J'ai repensé à cette phrase que Nicolas m'avait lancée ce soir-là, entre la salade tiède et le vin rouge. Alors, ça fait quoi d'être une ratée ? Je me suis demandé ce que cette femme d'il y a un an aurait répondu. Celle qui baissait les yeux, qui souriait pour ne pas déranger, qui payait pour mériter l'amour. Aujourd'hui, je n'étais plus cette femme. Aujourd'hui, je savais que le silence peut être une forme de justice. Et que certaines ruptures ne détruisent pas, elles sauvent. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Peut-être que Camille ou Jules, en grandissant, oublieront ce que j'ai fait. Peut-être qu'ils répéteront les erreurs de leurs parents. Ou peut-être qu'ils s'en souviendront à leur manière, comme d'un exemple discret mais profond. Mais ce que je sais, c'est que moi, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas cette leçon amère, longue à apprendre. Aider ne veut pas dire s'oublier. Donner ne veut pas dire se sacrifier. Et aimer ne doit jamais rimer avec disparaître. Alors, à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes peut-être dans l'ombre, dans le silence à étouffer vos douleurs pour le bien des autres, sachez que vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de dire non, le droit d'être respecté et, surtout, le droit de vous reconstruire, même à 60,70 ou 80 ans. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse poser, c'est de se choisir soi-même.
Et ça, aucun héritage, aucune maison, aucun enfant ne peut vous l'enlever. C'était mon histoire. Une histoire de trahison, de silence, de réveil, mais aussi une histoire de renaissance. Et je termine avec ces mots que j'aurais aimé entendre plus tôt. Le silence est parfois la seule manière juste de dire « maintenant, c'est fini ». Mais c'est aussi par ce silence que commence une autre vie, la mienne.